Bonjour vous tous. Excusez-moi parce que le maire de Mongy vient de dire que j'étais un beau garçon ce soir. Comme je suis mitigé entre la joie et la peur. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette séance du Conseil des mairesses du 10 février 2021. Donc, je vais procéder tout de suite à l'ouverture. Je constate qu'il y a le quorum, donc à l'ouverture, si vous me permettez. Et puis, je vais y aller comme ça tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous lire l'ordre du jour. Fait que si vous êtes d'accord, j'irai d'entrée de jeu, puis j'aurai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Madame Blanche, pardon? Divers A, j'ajouterais un point que Léa m'a apporté cet après-midi de demande de dons et commandites. OK, on aurait un point dans demande de dons et commandites dans le divers A. Excusez-moi, je vais pas laisser le temps. Quelqu'un voulait ajouter un point à l'ordre du jour? Non, j'avais donc une proposition de Mme Blanchette-Vézina. Il y a un appui de M. Fortin, je crois. C'est bien ça? Parfait. Donc, j'irai tout de suite au point 7, si vous le permettez, puisqu'on a quelqu'un qui est avec nous, M. Jean-Nicolas Landry. Donc, on passerait tout de suite au point de sécurité civile et trousses d'urgence. Je pense que c'est M. Gagnon qui va faire l'introduction, c'est ce que je comprends? Oui, sécurité civile, en fait, suite à l'offre de service que j'avais envoyée, j'ai demandé à M. Landry de venir vous expliquer l'offre de service. Vous avez des questions au niveau de la sécurité civile pour les PPI. Il y a 2 PPI dans l'offre de service. Il y a 3 formations, donc vous pourrez lui poser des questions. Et quelqu'un m'avait envoyé là, un plan de mesures d'urgence pour une municipalité. M. Landry, vous me corrigerez si le nom n'est pas correct. Je l'ai envoyé à M. Landry. La personne avait peut-être des questions pour lui. Donc, je vous cède la parole, M. Landry. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir dans votre réunion. Juste avant que j'amorce le dossier, je voudrais juste savoir combien de temps vous me donnez? Ça dépend combien vous avez besoin. En fait, je vais faire ça le plus court possible parce que j'imagine que vous avez un agenda quand même chargé. Moi, je pense qu'on devrait avoir fait le tour dans une quinzaine de minutes, peut-être plus les questions. C'est bon. Ça vous va? OK. Parfait. Oui. Donc, est-ce que vous croyez possible que je partage l'écran ou si tout le monde a déjà, à ce moment-là, la proposition? Je viens de vous donner, M. Landry, l'autorisation de partager un document. Parfait. Merci beaucoup. Donc, tout le monde voit le document à l'écran? Oui. Parfait. Je vais juste grossir un petit peu pour le bénéfice de tout le monde, dépendamment des écrans. En fait, cette proposition-là avait été déposée à la demande de Renaud Gagnon. On a déposé une version révisée le 5 novembre 2020. Le mandat dont il avait été question, on se rappelle que c'est suite à l'octroi, je crois, du volet 3 de l'aide financière du ministère de la Sécurité publique. Donc, le mandat qui m'était, en fait, on me demandait de faire une proposition pour un mandat d'élaboration de 2 plans particuliers d'intervention. Risques naturels majeurs, incluant entre autres les débordements côtiers et tempête hivernale. Tempête hivernale est un PPI séparé plutôt que de le mettre dans les risques majeurs parce qu'il se trouve être trop précis, trop volumineux. Ensuite, on me demandait 3 formations en sécurité civile, soit l'introduction à la sécurité civile pour les élus d'une durée de 4 heures. Je vais vous en reparler tantôt. Introduction d'une durée de 7 heures. Ça, c'est plus pour les directeurs généraux et les chargés de mission. Et le volet centre de coordination municipale, toujours une formation de 7 heures, encore là pour le directeur général, les chargés de mission ainsi que leurs substituts. Si on y va avec la description, évidemment, pour l'élaboration des PPI, nous, on est très, très bons en sécurité civile, mais qui de mieux que vous-même à l'intérieur de vos propres municipalités pour être capable de nous identifier les différents aléas. Donc, il y a d'abord une analyse des procédures actuelles qui sont liées à ces types d'événements. Nous, on ne croit pas arriver chez qui que ce soit avec nos gros souliers puis dire tout ce que vous avez, c'est pas bon, puis on repart à zéro. Il y a des acquis et je pense qu'il faut capitaliser sur ces acquis-là
pour ne pas déstabiliser l'ensemble de l'appareil municipal et qu'on reparte à zéro à toutes les fois. Évaluation des besoins suivant l'analyse pour répondre efficacement et surtout de manière structurée. Ce qu'on veut faire, c'est que les PPI qui seront développés vont l'être faits en collégialité. Là, je vais vous reparler tantôt d'un petit comité aviseur, là, de manière à ce que ça réponde vraiment aux besoins de tout le monde. L'élaboration des contenus en fonction de la mise à niveau recommandée et dépôt pour validation. Nous, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une présentation initiale du document. Il se peut qu'il y ait des ajustements. C'est possible qu'il y ait des choses, des éléments qu'on n'ait pas nécessairement bien compris ou appréciés. Donc, à ce moment-là, on peut faire les ajustements et on dépose les plans particuliers qui, eux, doivent absolument aller s'appuyer sur la structure de votre plan municipal de sécurité civile. Chaque PPI vient avec une formation de 3 heures. C'est beau avoir un plan, mais quand on a un plan pour lequel on n'a pas eu de formation et je vous dirais à la limite de mise en situation, bien encore, ça demeure un plan théorique qu'on aurait peut-être de la misère à mettre en application. Nous, on croit beaucoup, je ne sais pas de votre côté, mais nous, on croit énormément à formons le formateur. Donc, on essaie d'identifier dans certaines municipalités, s'il y en a qui veulent devenir des formateurs, on essaie de les former en même temps qu'on donne cette formation-là. Ce que ça nous permet de faire, en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est que si nous, on doit quitter, en fait, on va quitter à la fin de notre formation, mais quand on va quitter, vous allez rester avec quelqu'un qui est à l'aise pour continuer à donner cette fameuse formation-là. Je vais juste, si vous permettez, récupérer le partage d'écran. Voilà. Ça, c'est pour le volet plan particulier d'intervention. Je tiens à vous dire que les volets plan particulier d'intervention, un plan va réussir à faire pour chacune des municipalités et je vais vous expliquer tantôt pourquoi on prend cet enlignement-là. On arrive aux formations. L'ensemble de nos formations qu'on offre à notre clientèle sont toutes agréées par le ministère de la Sécurité publique. Donc, on a un total de 10 formations. Donc, avec M. Gagnon, avec Renaud, en fait, juste pas qu'on se mélange de M. Gagnon, on avait convenu de 3 types de formations. Donc, la formation aux élus, l'introduction et le centre de coordination. La formation aux élus, durée de 4 heures, on peut donner ça le soir ou même la fin de semaine. Évidemment, c'est une théorie qui est davantage axée sur le volet légal, mais on regarde aussi tout ce qui est opérationnel. Je pense que c'est important pour les maires, les membres du conseil, qu'on comprenne exactement comment ça se déroule au niveau de terrain. Si on veut développer une zone de confort et une confiance envers l'ensemble de nos intervenants terrain, encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Cette formation-là, vous conviendrez avec moi, je ne suis pas un avocat, mais je pense que c'est intéressant quand Maître Whelan est disponible et je donne cette formation-là avec un avocat. Pas pour me protéger, en fait, inquiétez-vous pas. C'est plus pour vraiment vous donner le volet légal, vos pouvoirs en tant que maire et mairesse. C'est hyper important. Et s'assurer que toutes les actions sont faites en toute légalité. Maître Whelan et moi, on travaille ensemble depuis bientôt 8 ans. Paul, c'est un avocat, un plaideur qui est spécialisé en droit municipal et je vous dirais qu'il connaît un petit peu ça, les mesures d'urgence. C'est l'avocat de Mégantic, donc c'est lui qui a écrit la déclaration d'état d'urgence pour Mégantic. C'est l'avocat de Rigaud, donc vous n'avez qu'à penser aux inondations en 2017 et 2019. C'est l'avocat de Gatineau. Inondation 2017, tornade 2018, inondation 2019, pandémie 2020. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont avoir en 2021, mais bref, Paul est très, très habitué au niveau des situations d'exception. Cette formation-là, elle est recommandée pour, oui, les maires, parce qu'on parle du rôle du maire en gestion courante, mais aussi en situation d'exception. Et quand je dis le maire, mesdames, je m'excuse, c'est maire et mairesse,
et aussi pour les membres du conseil. Surtout aujourd'hui, M. Landry, là, c'est surtout mairesse aujourd'hui. Oui, bon, ben, parfait. Donc, on va y aller avec mairesse. L'important, c'est que nos conseillers connaissent aussi leur rôle. Parce que, en fait, le seul qui a un rôle, comment je le qualifierais? Le seul qui a un rôle constant, c'est la mairesse. La seule qui a le rôle constant, c'est la mairesse ou le maire. Et le conseiller, en dehors des réunions du conseil, il n'y a pas de rôle spécifique, ni en gestion courante, ni en situation d'exception. Donc, on explique tout ça et on parle aussi du volet déclaration d'état d'urgence, des 6 pouvoirs qui sont donnés au maire dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence, donc le fameux article 47. Donc, Maître Whelan fait cette portion-là. Je le taquine beaucoup en disant que c'est la portion la plus aride de la formation parce que c'est des aspects légaux, mais je pense que c'est vraiment important. Maintenant, ça, c'est la formation de 4 heures. On a la formation de 7 heures, Introduction à la sécurité civile, où est-ce qu'on revoit quand même le volet légal pour que tout le monde le comprenne, mais on essaie de mettre des ateliers, des mises en pratique, des études de cas pour que nos chargés de mission, nos DG aussi, soient plus à l'aise avec leur rôle en situation d'exception. La dernière formation, centre de coordination municipale, ça c'est quand on est moins chanceux, puis ça arrive pour vrai, on ouvre notre centre de coordination. Donc, on donne un paquet de trucs, évidemment, quoi faire, quoi éviter. Et pour chacune de ces formations-là, il y a une remise d'une attestation comme quoi c'est une formation agréée. C'est vraiment pas compliqué. Si on doit faire cette formation-là en mode virtuel, à la demande du ministère de la Sécurité publique, plutôt que de faire une formation de 7 heures dans la même journée, on va avoir 2 demi-journées de 3,5 heures parce que probablement, vous allez être d'accord avec moi, être en Zoom pendant 7 heures consécutives, c'est très lourd à gérer. Je vous dirais à la limite psychologiquement, l'attention et tout et tout. Donc, on travaille de cette manière-là. Et dans les obligations qu'on a envers le ministère, c'est d'aviser le ministère de la Sécurité publique quand on donne ces dites formations-là. Nous, on aime moins ça, faire ça, aviser le ministère parce qu'ils peuvent nous envoyer n'importe qui de n'importe où. Donc, on aime mieux aviser directement votre direction régionale. Donc, on va appeler Hugo Martin. On va lui dire, Hugo, on donne une formation dans ton secteur. Est-ce que tu peux nous envoyer le conseiller ou la conseillère attribuée à la municipalité? Sinon, je ne vois pas la valeur ajoutée d'avoir un conseiller, je vous donne un exemple, là, qui viendrait de Québec ou de Gatineau. Donc, c'est l'approche qu'on prend à l'intérieur de nos formations. Maintenant, évidemment, si on le fait en virtuel, nos groupes sont un petit peu plus limités, mais il n'y a aucun problème. Là. Écoutez, aujourd'hui, j'ai passé justement la journée en formation. Là. Ça se fait très bien. Ça, c'est nos livrables à nous. Quant aux livrables, et là, quand on parle de la MRC, c'est soit la MRC ou directement l'ensemble des municipalités. Bien, à ce moment-là, on a des documents existants relatifs au mandat, la structure de sécurité civile que vous avez et la liste des personnes ressources. Parce qu'on ne fera jamais ce travail-là tout seul. On se refuse de faire un clé en main, puis vous livrer quelque chose, puis repartir tout de suite. Là. On va le faire directement avec des ressources de la ville, des villes désignées. Donc, au niveau de la tarification, elle est présentée ici. Moi, je vous dirais que pour cette portion-là, en fait, mes frais de déplacement sont inclus s'il devait y en avoir. Je ne chargerai pas d'hôtel quand je m'en vais coucher chez ma belle-sœur. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la proposition? Oui, je vais y aller avec Claude là, qui, d'entrée de jeu, voulait poser une question. Là. Sinon, je vais prendre les droits de parole là, comme à l'habitude. Monsieur Landry, juste pour spécifier au niveau de la formation sur centre de coordination, oui. Est-ce que celle-ci doit s'adresser justement aux mairesses ou aux maires? En fait, le rôle du maire ou de la mairesse en situation d'exception, ce qu'on dit normalement, c'est
un maire ou une mairesse ne doit pas être dans le centre de coordination. Pourquoi? Vous comprendrez que vous êtes toutes et tous la plus haute magistrate de la municipalité. Et quand un élu, quand un maire rentre dans le centre de coordination, ben, malheureusement, il n'y a plus personne qui écoute le coordonnateur. Parce que là, on va regarder plutôt le volet, on va regarder le maire ou la mairesse et ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va avoir besoin du maire ou de la mairesse et des membres du conseil. On a besoin de vous autres pour valider des décisions, mais aussi et surtout, si on a besoin de se rendre là, ce n'est pas souhaitable, mais si on a besoin de se rendre là, ça va être pour déclarer l'état d'urgence local. Et pour déclarer l'état d'urgence local, il y a deux manières de le faire. La première fois, la mairesse ou le maire le fait tout seul et c'est valide pour une période de 48 heures. Mais après ça, il faut réunir les membres du conseil en réunion spéciale pour redéclarer l'état d'urgence et ça, c'est à tous les 5 jours. En plus, bien, il y a tout le volet politique qui doit continuer à être fait par nos élus, les liens avec les gouvernements, etc. Tandis que le centre de coordination est là spécifiquement pour supporter les opérations terrain. Ça répond à votre question, M. Gagnon? Oui, merci. Moi, Bon, j'ai une question, Oui. mais reste de vérifier. Madame Dubé. Nous avons déjà adopté l'an dernier un plan qui avait un beau cartable orange avec chacun des intervenants qui avait son rôle à jouer. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes, au courant de ça? Êtes-vous capable de vivre avec? Et 3, êtes-vous capable de nous donner de la formation là-dessus? Oui, je suis capable de vivre avec, très bien. Je vous dirais, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il m'a été donné d'avoir accès à votre plan, Mme la mairesse. Je l'ai regardé. C'est sûr qu'avec la modification, et là, je ne veux pas rentrer ou je ne veux pas animer un débat, mais avec les modifications au niveau des responsabilités, parce que de ce que je comprends, puis vous me corrigerez, M. Gagnon, de ce que je comprends, c'est que la MRC n'a plus de rôle en sécurité civile. C'est retourné au niveau des municipalités. Il y aura à ce moment-là, dans vos plans, si les plans de toutes vos municipalités reflètent reflètent en fait le vôtre, Mme la mairesse, il y aura des réajustements à faire à l'intérieur. Il y aura une petite révision à faire de manière à ce qu'on s'assure à ce que la structure représente vraiment votre structure municipale. Maintenant, si vous me permettez, moi, je crois hyper important que les municipalités de votre MRC aient un plan qui se ressemble. Non seulement un plan qui se ressemble, mais un plan qui a la même terminologie et je vous dirais, à la limite, qui a les mêmes missions à l'intérieur du plan. Je ne connais pas toutes vos municipalités par cœur. Je vais souvent dans votre région, j'ai de la parenté là-bas, mais je suis franc avec vous, là. Je ne vais pas dans chacune de vos municipalités, mais je connais quand même l'environnement et je sais pertinemment qu'il y a des plus petites municipalités, puis il y a des plus grandes municipalités, puis il y a des villes. Est-ce qu'on a tous les mêmes moyens? Je ne parle pas des moyens financiers, je parle au niveau des ressources humaines. Est-ce qu'on a toutes les mêmes capacités d'intervenir face à la même situation d'exception? Je pense que la réponse, c'est non. Moi, je crois beaucoup à l'entraide entre les municipalités. Excusez-moi de vous interrompre, là, mais c'était l'objectif quand la MRC nous a demandé d'adopter une résolution pour ces plans-là. Oui. C'est merveilleux. On est supposé avoir tous le même plan. Ben là, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. On attendait des formations qu'on n'a jamais eues. OK. Mais... Madame. Vous pouvez reprendre, M. Landry. Parfait. En fait, vous avez déjà beaucoup d'acquis et je pense qu'il faut capitaliser sur ces acquis-là. Si vous avez tout le monde le même plan, moi, je considère que c'est merveilleux. OK? C'est vraiment merveilleux. J'ai même des clients pour qui j'ai fait
un plan pour 2 villes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Et quand il y a une des 2 municipalités qui a un besoin, ben, l'autre municipalité intervient de manière automatique. L'entraide, ça existe depuis des années. Il faut juste l'adapter maintenant à la sécurité civile. Maintenant, avoir un plan, c'est une chose. C'est comme je vous disais tantôt, avoir un PPI, c'est une chose. Encore faut-il maintenant avoir de la formation, puis comprendre ce qu'il y a dedans, puis être capable d'adapter tout ça. Les formations que moi, je vous ai proposées dans l'offre de service, ce sont des formations générales. Ce ne sont pas des formations spécifiques à votre plan municipal de sécurité civile. Par contre, je suis persuadé, en tout cas de ce que j'ai vu, il y a certains acronymes, là, il y a certaines appellations aussi qui ne sont pas tout à fait conformes à celles du ministère de la Sécurité publique, mais je vous dirais que c'est tout à fait normal parce que le ministère de la Sécurité publique a souvent le nez dans ses dossiers et met ça à jour. Donc, c'est normal que ça ait des répercussions au niveau de vos municipalités respectives. Il y a ça. Il faut peut-être revoir, réattribuer l'ensemble des responsabilités qui étaient dévolues à la MRC. Maintenant, il faut les redistribuer aux municipalités. Il faut voir comment ce sera fait. Mais je vous rassure, Mme la mairesse, il ne faut pas défaire tout ce que vous avez. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment opter pour un volet formation pour que tout le monde puisse s'approprier le dit plan. Là était l'objet de ma question. Êtes-vous en mesure de former toutes les municipalités et villes de la MRC de la Métis? Oui, si vous me permettez, je dirais même qu'il y a 2 volets à votre question. Le premier volet étant l'offre de service que je vous ai proposée et le deuxième volet, si vous voulez vraiment qu'on analyse votre plan et qu'on donne la formation spécifique pour chacune des missions, oui, on est en mesure de le faire sans aucun problème. Merci beaucoup. C'est mon souhait depuis le dernier 3 ans. Parfait. Merci, Mme la mairesse. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, d'autres questions, commentaires? Non? Oui, M. Laflamme. Ouais, j'ai juste une question, M. Landry. C'est juste quand vous dites que nos plans de notre place sont adaptés, comme moi, je parle justement qu'on a un chemin de fer qui passe chez nous, puis qui est à risque, il est toujours à risque. Fait que nous autres, on l'a rentré dans notre plan, mais ce n'est pas toutes les places qui ont le même plan. Là. Quand j'allais venir donner le cours, je sais qu'on parlait de tempête hivernale, mais pour nous autres, moi, je trouve ça plus catastrophique qu'un déraillement demain matin. Oui, mais si vous permettez, M. le maire, je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit et sur ce que la mairesse a dit un petit peu plus tôt. Si on vise une interopérabilité entre les municipalités, vous avez un risque de chemin de fer, l'autre municipalité à côté n'a pas de risque de chemin de fer. Sauf que je ne vous le souhaite pas, là, M. le maire, mais si jamais il y a un déraillement, que ça ne va pas bien, puis qu'on appelle l'autre municipalité, puis qu'elle n'a pas vu que dans votre plan, il y a un risque ferroviaire, bien, ils vont venir vous aider avec un manque d'information. Je reprendrai le même exemple sur les débordements côtiers. Ouais, c'est ça. Je vais le faire à la blague, là, mais je pense qu'on a, attendez que je retrouve, on a le maire Fortin qui lui, pense sérieusement au débordement côtier, puis il y a probablement d'autres municipalités chez vous. Maintenant, est-ce que la ville de Montjoly risque d'avoir des débordements côtiers? La réponse, en tout cas, je ne pense pas. Si c'est ça, il va falloir bâtir l'Arche de Noé assez vite parce que si l'eau se rend jusque-là, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Maintenant, est-ce que ça se peut qu'on appelle la ville de Montjoly pour venir nous aider si on est en débordement côtier? Oui. Est-ce que ce serait le fun qu'il y ait une copie dans son plan de ce risque-là? Je pense que oui aussi. Donc, si on vise vraiment l'interopérabilité, je pense que c'est le meilleur moyen. Maintenant, vous savez, tantôt, je vous ai parlé de l'introduction à la sécurité civile pour les élus et de l'introduction à la sécurité civile de 7 heures.
dans cette optique d'interopérabilité-là, si on le regarde à plus petite échelle, au niveau dans chacune de vos municipalités, si vous optez pour ces formations-là, si vous nous confiez le mandat, bien, c'est sûr que moi, je vais vous recommander que vos DG soient présents dans ces formations-là, dans la formation des élus. Là, vous allez dire, oui, mais ça va augmenter les coûts. Pas du tout. Parce qu'ils vont avoir la même formation dans l'introduction. Fait que moi, je ne vais pas, excusez l'anglicisme, là, je ne vais pas puncher à deux places. Là. Dire, vous étiez à la formation des élus, je vous charge quand même, et le lendemain, je vais aller leur redonner le même contenu. Donc, mais je pense que ce soit important que vos DG entendent les mêmes questions que vous allez poser, puis qu'ils entendent les mêmes réponses. Donc, ça c'est un volet, selon moi, qui est vraiment capital pour vous. Ça répondait à votre question, M. Merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est beau, monsieur. Parfait. J'avais M. Fortin. Bien, merci beaucoup pour votre présentation, M. Landry. J'ai eu l'occasion de parcourir là, votre document. Vous l'avez bien présenté. Tout à l'heure, en fait, j'ai deux volets à ma question. Peut-être que je ne l'ai pas vu, mais le prix, l'offre de service que vous avez faite est basée sur un nombre de municipalités, j'imagine, pour toute la MRC. Donc, qu'on soit 10 municipalités, 16 ou 4 à participer, c'est le même prix qui a été fait, qui comprend tous vos frais. Ça, c'est le premier volet à ma question. C'est une offre globale. Parfait. Oui, c'est une offre globale. Deuxième chose, quelle est votre capacité de déploiement rapide? À partir de quand on pourrait avoir un calendrier concret de formation? En fait, je ne veux pas être impoli, M. le maire, mais je vous retournerai la question. Chez nous, on est une équipe de 15. Ce n'est pas tout le monde qui est formateur chez nous. Ça prend quand même certaines qualifications. J'ai 5 formateurs actuellement prêts à donner de la formation, l'ensemble des 10 formations. Vous en avez 3. La formation aux élus, vous allez peut-être dire que je suis égoïste, mais il y en a juste un qui l'a fait, c'est moi. Donc, je l'ai fait avec Maître Whedon, comme je vous disais, quand il est disponible. Et étant président de la compagnie, puis en ayant 14 personnes avec moi, bien, les autres formations, je peux leur donner. Fait que formation aux élus, très rapidement, on peut le faire. Les autres formations aussi, très rapidement, en fonction des agendas, il n'y a aucun problème. C'est sûr que moi, je vais essayer, autant que faire se peut, pour bien comprendre toutes les formations qu'on va donner. Moi, ce que j'avais prévu avec Renaud Gagnon, c'était que la ressource qu'on allait mettre sur ce dossier-là, c'est Marc Gay. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, déjà rencontré. C'est l'ancien vice-président, c'est le vice-président sortant de l'Association de sécurité civile du Québec. Il est maintenant directeur. Ça fait 12 ans qu'il était dans l'association. Mais c'est aussi et surtout l'ancien directeur du Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec. Donc, Marc a vraiment un bon millage, une bonne expérience en termes de mesures d'urgence et de situations d'exception. Et j'avais déjà réservé Marc pour ce mandat-là, donc pour le mandat de production des PPI. Donc, au niveau formation, ça risque d'être, je vous dirais, à 95% moi et notre directeur des opérations. Et au niveau production, ça serait Marc Gay. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Autre question, commentaire? Oui. Madame Dubé, oui. Mairesse de Ville de Métis-sur-Mer. Ce qu'on nous avait dit, c'est que tout le monde devait avoir la même formation. Il y a 4 villages côtiers sur lesquels, je crois, il y a des chemins de fer. Alors, on nous avait dit que tout le monde devait avoir la même formation en cas de catastrophe majeure. Il arrive quelque chose au chemin de fer à Presse, ils ne peuvent pas tenir debout pendant 7 jours. Il faut que tout le monde soit capable de suppléer au problème. Mm-hmm. Alors, moi, ma recommandation, c'est que tout le monde ait la même formation. Même sur les TPI. Il arrive quelque chose là-bas, il y a un problème, ils ne peuvent pas tenir 24 heures sur 24. Il faut que tous nous ayons la même
formation pour les remplacer? Madame la mairesse, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et je vous dirais même que le ministère de la Sécurité publique a mandaté il y a quelques années, il y a 2 ans, a mandaté l'ADGMQ, qui est l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec, pour développer une solution pour faciliter l'interopérabilité entre les municipalités. Et l'ADGMQ a travaillé avec une firme de Québec et ont développé la plateforme InterAide. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme InterAide. C'est une plateforme qui, profitons-en, il y a quelque chose de gratuit au Québec. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est offerte à chacune des municipalités du Québec de manière gratuite, membre de l'ADGMQ ou non. Et quand on est membre de ça, quand on s'inscrit, en fait, vos DG peuvent s'inscrire à interaide.ca et quand ils s'inscrivent, ben, ils vont pouvoir écrire, quelle est leur région administrative, quel est le nom de la municipalité et quelles sont les ressources qui sont admissibles à l'interopérabilité. Je donne un exemple. Monsieur le maire Laflamme, quelles ressources chez vous voulez rendre exportables dans d'autres municipalités? Monsieur le maire Deschênes, la même chose. Madame la mairesse, la même chose. Et ça marche au niveau de l'expertise, de la coordination, de la gestion et même des équipements municipaux. Demain matin, là, je ne sais pas moi, Madame Michaud, vous avez besoin, votre ville a besoin de 3 pépines de plus. Bien, on ne va pas appeler les forces canadiennes pour avoir 3 pépines. Ce n'est pas eux autres les spécialistes des pépines. C'est les travaux publics des municipalités. Donc, cette plateforme-là facilite de beaucoup le travail. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Monsieur le chasseur, en mettant votre micro, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir, Monsieur Landry. Un PPI, entre autres, pour une municipalité comme un petit village, là, c'est quoi? C'est de sortir les principales problématiques qui peuvent arriver à une population. C'est ça que je peux comprendre? Oui, mais en fait, normalement, la structure québécoise, de la manière qu'elle est montée au niveau des mesures d'urgence et de la sécurité civile, c'est que depuis bientôt, en fait, depuis un petit peu plus qu'1 an, les municipalités ont l'obligation d'avoir un plan municipal de sécurité civile à jour. Donc, la structure, il y a même un règlement qui est sorti. Et cette structure-là, donc votre fameux organigramme là, qui parle de vos missions, donc aide aux personnes sinistrées, incendie, police, etc., cet organigramme-là, dans chacune des missions, bien, on va être capable de descendre l'ensemble des rôles et responsabilités conférés à chacun des chargés de mission et ou leurs substituts. Maintenant, un plan particulier d'intervention, c'est quelles sont les actions qu'on fait en plus du plan municipal de sécurité civile pour faire face à un aléa particulier. Débordement côtier, déversement de matières dangereuses, tempête hivernale, etc. Donc, le PPI doit toujours aller s'appuyer sur le plan municipal de sécurité civile et fait foi de toutes les actions qu'on fait en plus, spécifiquement face aux risques. OK. Juste pour vous expliquer, nous, là, en 2019, il y a eu un accident c'était pas un train, c'était un train routier de bois là, avec 5 arènes qui a défoncé un presbytère. En tout cas, le 4 juillet 2019. Je voulais savoir si c'est considéré à risque parce que on est dans un secteur en pente. Il y a beaucoup de gens en bas. Il y a 2 rangées de maisons. Là. Il y a beaucoup de transport de bois. C'est sûrement partie des choses qu'il va falloir soulever. En fait, on ne peut pas nécessairement, M. le maire, faire un PPI par rapport à ça parce que là, on parle plus d'infrastructure routière. Je ne sais pas quelle est la limite de vitesse à cet endroit-là. Je n'ai pas en image, là, mais c'est probablement des demandes qui seront faites, soit au niveau de la Sûreté du Québec pour essayer de voir à limiter la vitesse. Est-ce que c'est un chemin
au niveau de la municipalité ou c'est une route en numéro qui appartient au Oui, MTQ? c'est la route 298, mais moi, ce que je veux juste savoir, là, je le sais que c'est du domaine, puis les autorités sont au courant qu'il y a une problématique sur le chemin, mais est-ce que la sécurité civile, parce que il va peut-être avoir des corrections dans 5 ans, 10 ans, on ne le sait pas avec le MTQ. Puis, mais est-ce qu'on est protégé par le système qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'il y a sûrement qu'il va y avoir on peut soulever cette problématique-là, qui est un danger autant qu'un train ordinaire, à mes yeux? Oui. Ben, en fait, vous avez raison, mais ce qu'on fait normalement, c'est quand, je donne un exemple, quand on donne les formations de 7 heures, dans l'après-midi, il y a tout le temps de mise en situation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, ben, on essaie de trouver des mises en situation locales. Je donne un exemple. J'arriverai pas chez vous avec un scénario de Gatineau. Là, hein? Probablement que vous allez ouvrir la porte et me mettre dehors avec des coups derrière et avec toutes les raisons. L'exemple que je peux vous donner, c'est que cet après-midi, on était en formation, la deuxième portion de la formation avec Val d'Or. Et ce qu'on a fait comme situation, comme scénario, c'est un scénario qui est adapté à la réalité de Val d'Or. Donc, on fait même des vidéos et des fois, ça peut faire un petit peu peur là, parce qu'on a mis le feu à une forêt à Val d'Or, puis on a fait une fuite d'un réservoir de 138 000 litres de propane. Et quand ils ont vu la vidéo de leur réservoir au centre-ville qui fuyait, je peux vous dire que sans jeu de mots, là, ça a allumé des esprits assez rapidement. Donc, c'est dans des situations comme ça qu'on va adresser ces scénarios-là pour voir quelle sera la réaction et quelles seront les recommandations suite à la rétroaction de cet événement-là, de cet exercice. Merci, ça répond très bien à ma question, M. Landry. Excusez-moi, j'avais pesé sur le piton puis la caméra était disparue. Je ne voulais pas me cacher. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Merci. Excellent. Là, je vois le temps qui passe. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière intervention? Mme Michaud qui a ouvert son écran, non, c'est pour parler ou non, c'est juste... Non, oui? C'est beau. C'est félicitations, belle rencontre. Merci. Merci à vous. M. Paradis, je suis désolé, on a débordé un peu du 15 minutes et de la période de questions. Parfait. En fait, je vous remercie, M. Landry. Sur ça, si vous avez d'autres questions, je suis convaincu qu'on est en mesure de vous contacter. Oui. Et je vais vous souhaiter une belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup, M. Landry. J'abonde largement dans votre sens. Et je crois que toutes les municipalités ont un avantage à travailler ensemble. Oui, je suis d'accord avec vous, Mme la mairesse. Bien, écoutez, au plaisir de se revoir. Je vous laisse délibérer, puis je vous quitte. Bonne soirée. Bye. Merci. Merci. Bon, donc nous revenons à notre point numéro 3, procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 20 janvier 2021. Donc, si vous l'avez tous bien lu, j'aurais besoin, sauf si vous voyez les coquilles, d'une proposition. C'est bien une proposition, M. Laflamme, c'est bien ça? Proposition de M. Laflamme, que j'ai un appui. Oui, M. Deschênes. Donc, en point 3B suivi, M. Moreau. Au point 5, on avait les avis de conformité de Saint-Luce. Au point 6 également. Au point 7, on a fait la demande de subvention pour l'entretien de la route verte 2021-22. Point 8, entente de gestion de service de transport adapté collectif. Au point 9, transport collectif régional, j'ai informé les membres concernant le comité régional qui a été mis en place, dont d'ailleurs on a une autre rencontre demain de suivi. Demande de dons commandite au point 10, il y avait une demande. Suivi du centre administratif au point 11, au 12, l'achat d'un photocopieur et d'un ameublement qui a été autorisé. 13, transfert des mutations immobilières du registre foncier avec la firme d'évaluation Evinbec. D'ailleurs, beaucoup de municipalités ont déjà adopté les résolutions. Pour ceux-là qui pensent qu'ils ne l'ont pas encore passé, le plus tôt sera le mieux de passer cette résolution-là. 14, dépôt de la liste des dossiers de travail 2021 de la MRC. En hiver, on avait l'appellation Conseil des maires.
Mairesse, Merci. suivi du rapport incendie, qu'on va d'ailleurs discuter tantôt. Fonds région ruralité, donc au volet 2, initiative régionale, il y avait une demande d'appui financier de la part de pour les grosses à la rédemption qui est acceptée. Sur l'innovation, on avait adopté le début du projet. J'ai eu l'information que le dossier a été accepté à Québec. Il reste à faire le protocole d'entente et recevoir le protocole d'entente. Tout à fait. On devrait recevoir. Justement, on est abreuvé aux mêmes sources, M. Moreau. J'ai su ça aujourd'hui, moi aussi. Volet 4, social à la vitalisation. On avait nommé le comité de vitalisation. Vous allez voir tantôt qu'on va y revenir parce que il y avait une municipalité qui avait été oubliée de nommer dans les municipalités dévitalisées, soit Saint-Angèle. On va y revenir dans l'autre jour. PM 150, il y avait une demande de la municipalité de Métis-sur-Mer et aussi de la Rédemption. Et c'était tout, M. le président. Merci beaucoup, M. Moreau. Nous en serons donc à la première période de questions. Ah, tiens, c'est terminé. Donc, donc 5. Avis de conformité du règlement 2020-04 de Saint-Joseph-de-Lepage. L'objectif du règlement était de permettre et d'encadrer l'utilisation des conteneurs à des fins de bâtiments accessoires sur le territoire de la municipalité, puisque des mesures sont prévues pour stimuler visuellement ces conteneurs par rapport à une voie de circulation. La conformité au chemin peut être reconnue. Donc, c'est une recommandation de l'aménagiste que le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, ils en proposent l'adoption. Je propose Maurice Chrétien. Merci beaucoup, M. Chrétien. J'ai donc une proposition sur la table. Un appui de M. Côté, c'est bien ça? Parfait. Merci beaucoup. Donc, point 6, service en incendie. Oui. Moi, je vous proposerais, on va le faire à la fin. On a une proposition à vous faire là-dessus. Tu sais, on se garde de meilleur. Vous comprenez? Donc, je serai en 8. Redevance aux municipalités pour le bois récolté sur les terres publiques intramunicipales. Je vous ai envoyé un document qui, en fait, est le résumé des 10 dernières années des redevances qui ont été envoyées aux municipalités concernées. Sur le tableau, vous allez remarquer qu'il y a les bois qui ont été récoltés sur le territoire des municipalités concernées, où il y a des terres publiques intramunicipales, et vous avez aussi les sommes d'argent qui ont été versées à ces municipalités-là, qui est une entente qui est faite avec l'organisme de gestion en commun qui coupe les bois sur le territoire. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on a cette entente-là, depuis au moins 10 ans. Donc, c'est des montants qui sont versés à ces municipalités-là où il y a des bois qui sont récoltés. Donc, c'était pour vous en informer, pour vous démontrer que chaque municipalité où il y a des bois de récoltés sur les TPI, il y a quand même une redevance qui est redonnée aux municipalités, que la municipalité habituellement va servir soit pour l'entretien du chemin ou autre chose. J'ai une question de M. Deschênes, c'est bien ça? Oui. Juste pour savoir, Marcel, les redevances au niveau des érablières, c'est versé dans le fonds général? C'est versé, effectivement, ce qu'on reçoit des érablières qu'on charge au niveau des baux, c'est remis directement ça, dans le fonds du comité multiressources. Donc, ce n'est pas des argents versés aux municipalités directement. Ça demeure dans le fonds pour payer soit l'ingénieur forestier qui fait toute la technique et le suivi de l'entente pour nous, ou pour payer d'autres activités qui pourraient être financées à même ce fonds des TPI-là. Une autre question que je me posais, c'est que j'ai fait le tour il y a 2-3 ans, puis j'avais trouvé les chemins assez catastrophiques. C'est-à-dire de retrouver des chemins sur les TPI à des trous de pieds, des lacs d'eau, des pieds de creux. C'est comme normal, mais je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça serait possible au niveau du service d'ingénierie de faire un tour des lois intramunicipales, puis les cas urgents, tout au moins faire du patchage là, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Là. Parce qu'on a des usagers qui payent, c'est les producteurs acéricoles, mais on ne redonne pas de service parce que ne veut pas le chemin, ça va être les producteurs la société qui passe par là, qui va faire l'exploitation et autres, les chasseurs, pêcheurs. Et hop, les autres qui travaillent un peu à la longueur d'année aussi dans les érablières, trouvent un petit peu détériorer les chemins, c'est pas trop facile. Je vois que M. Fortin est en train d'en prendre bonne note. Monsieur le chasseur.
J'aborde dans le même sens que Georges. C'est la première chose à faire avec la ZEC dans le temps, quand c'était le temps de grader, c'est une chose qui est importante à faire parce que tu as d'autres utilisateurs. Puis ces jardins-là, ils servent à ça. Puis si, ça prendrait un bon coup de gradeur, tant qu'à moi. Possible. Je vous avoue que ça dépasse mes compétences techniques de loin. Écoutez, nous, on va le regarder, c'est sûr. On va demander à M. Malenfant, qui est l'ingénieur forestier, la possibilité de discuter avec les responsables au niveau de la société Métis-Négette pour voir le technicien qui est sur le terrain. C'est peut-être Jean-Pierre en même temps, c'est peut-être votre collègue, je ne sais pas, mais que quand il passera sur le terrain, de voir les principaux endroits qui mériteraient peut-être d'avoir un certain entretien et par la suite de voir avec quel fonds on pourrait le faire s'il y a lieu ces travaux-là, soit par le fonds TPI ou regarder pour une source d'argent pour faire les chemins. C'est pris en note. Est-ce que j'ai d'autres commentaires sur ce point? Non? Donc, je passe au point 9. Centre administratif de la MRC, échéancier et suivi. Je fais tout le temps un petit suivi à chaque réunion, donc pour vous dire là, que plus que jamais, on arrive dans les derniers moments au niveau du dossier de la construction. Normalement, ils sont dans on a passé quasiment une journée là, Claude et moi, cette semaine, ils sont dans les derniers détails de peinture, de correctifs. L'architecte a passé pour toute l'analyse de certaines déficiences qui devraient être corrigées. La même chose que pour au niveau de l'ingénierie, sont en train de faire les correctifs. Je vous dirais que normalement, dans le milieu de la semaine prochaine, le bâtiment devrait être livré final à la MRC. Nous, on est toujours prévu de faire le déménagement dans la semaine du 22 février, soit dans environ une dizaine de jours, qui devrait durer trois journées. Et à partir du 1er mars, le lundi, on devrait être tout fini d'être bien installé et d'être capable de travailler à partir de tous les bureaux là-bas, parce qu'ici, il n'y aura plus rien du tout. Excellent. Oui, M. Laflamme. C'est juste un renseignement, Marcel. Toutes les communications et tout ça, là, ça va tout être transféré le 22 ou c'est les téléphones et tout ça, là, ça va tout fonctionner. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je vous dirais, Éric, notre technicien informatique, tous les tests là-bas sont faits, tous les branchements, tous les bureaux ont été testés avec un téléphone IP pour savoir si tout fonctionnait bien. Le réseau, tout est installé, tout est fait. Et que nous, dans la même semaine, normalement, le mercredi, nous, pour le monde qui ne sont pas là, ils n'y verront rien, ils ne se rendront pas compte qu'on a déménagé, rien du tout. Tout va être fait déjà. Autre question, commentaire? Donc, bail avec la SADC, toujours dans le point 9, 9.2. J'ai envoyé un document qui est un fichier Excel, en fait, qui est un peu... je ne vais pas envoyer le détail du bail pour vous enfarger avec ça, mais... Hein? Vous l'avez? Donc, en fait, le montant du bail avec la SADC, le résumé qui est là, c'est donc, pour l'instant, c'est une bail d'une durée de 5 ans. C'est difficile pour la SADC d'aller plus loin parce qu'ils sont tout le temps, eux autres, en entente de renouvellement avec le fédéral pour leur entente. Donc, c'est 5 ans. Le coût du pied carré est à 19,50 avec une indexation annuelle de 2 %. Donc, ce qui fait en sorte que pour la première année, à partir de 2021, à partir du mois de juin, parce qu'eux ne peuvent pas déménager avant le mois de juin. C'est un loyer de 25 587 et qui, à la suite, comme j'ai montré plus haut, est indexé de 2 % annuellement pour atteindre 27 695,72 à la 5e année. Question, commentaire? Peut-être prendre une résolution officielle. Oui. Le système administratif est autorisé à signer le bail. Oui, tout à fait. Peux-tu fermer le document? Merci. Oh, j'ai une question ou c'est une proposition, M. Reed? Proposition.
J'ai une proposition de M. Reed. J'ai une question, M. le chasseur? Non, je seconde. Parfait. Donc, une proposition de M. Reed, un appui de M. le chasseur. 9.3, bail avec Evan Beck. Vous comprendrez que le 9.2, c'était la résolution, c'était bien sûr pour autoriser M. Moreau à signer avec le groupe de la SADC. Evan Beck. Pour l'autre dossier avec Evan Beck, il n'y a rien de conclu encore. Je vous avais déjà parlé, je pense qu'on négocie avec eux. Ils sont en train d'analyser l'offre qui a été faite. Donc, on a 2 ou 3 petits bureaux à leur offrir, dépendant. Là, présentement, ce que je vous ai montré, j'ai envoyé comme document. Là aussi, le bail, j'ai marqué 5 ans, mais c'est beaucoup plus proche de 6 ans si ça fonctionne avec eux, parce que ça va aller avec la même durée qu'on a avec le contrat en évaluation. Présentement, ils aimeraient 2 bureaux. J'en leur ai offert, moi, quand même un 3e. À gauche, vous voyez les numéros des locaux. Ça ne dit rien, mais c'est des numéros de local, 117.1, 118 et 117. C'est sûr qu'ici, ils prennent le local, puis c'est bien parti pour ça. Ils en veulent au moins 2. Donc, à deux locales, ça représenterait environ 5 000 $ par année pour les 6 ans. S'ils en prennent le 3e, le local 117, ça montre environ à 7 500 $ annuellement comme revenu de location. OK. Question, commentaire là-dessus? Non, encore une fois, j'ai une résolution. Puis parfait, une résolution. Ouais. Mme Michaud, puis en appui, Mme Dubé, c'est ça que j'ai compris par un signe de tête? Oui, c'est Mme Birubé. exact. Oui. Moi, j'ai une Je question. vous invite peut-être Mme Birubé. Dans le montant, l'électricité, vous le chargez-vous ou non, c'est rien que pour les pieds carrés? Tout inclus. OK. Bon. C'est bon. M. Gagné? Tu as un appui, c'est M. Gagné, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, j'en suis rendu au point 10, mode d'élection pour la préfecture de la MRC. M. Moreau, compte pas, je vous passe la parole. Oui, écoutez, j'ai fait pas mal une bonne discussion la semaine passée là-dessus. Donc, on a quand même adopté officiellement le document. Vous savez, on vous a présenté qu'il y avait deux possibilités à l'heure où on se parle pour la MRC au niveau d'élection du préfet. Donc, comme on a mentionné, à chaque 4 ans, soit l'année d'élection générale au Québec au niveau municipal, une MRC qui a un mode d'élection de par ses pairs peut changer de mode d'élection de préfecture. Donc, soit avoir un préfet élu au suffrage universel. Donc, la discussion qu'il y a eu là-dessus, c'est que le Conseil des maires a fait la discussion à ce niveau-là. Donc, comme si vous vouliez aller en mode universel, il faudrait adopter un règlement en ce sens-là avant le 1er mai. Il fallait faire la discussion à ce moment-ci pour être capable, si vous aurez fait la décision d'aller au suffrage universel, donc d'enclencher le règlement. Donc, la proposition qui est à la table suite aux discussions, c'est de demeurer avec le mode d'élection actuel, soit celui où le préfet est élu par les membres du Conseil des maires. Je propose. Et j'appuie. Oui, donc une proposition de M. Bélanger et un appui de Mme Dubé, c'est bien ça? Exact. Parfait. Donc, en 11, honoraire d'avocat pour la défense du dossier en évaluation. Je pense qu'on en a parlé. Vous vous souvenez du dossier, là, le litige qu'on a eu avec Servitec. Donc, ce litige-là qui a été gagné par nous. Mais malheureusement, il faut quand même payer des avocats. Ça vient avec. Donc, on parlait d'une facture, si ma mémoire est bonne, de plus de 32 000 $. C'est bien ça? On a le temps, M. Moreau, de chercher. Pendant ce temps-là, je vais comme juste faire des phrases comme ça, occuper le temps pour vous permettre de trouver les bons papiers dans votre pile. 32 679 et 16, M. Paradis. Merci beaucoup, M. Reed. Incluant les taxes. Ah, il s'est repris. Et les frais et les taxes. Voilà. Les frais et les taxes. Et j'appuie M. Reed. Oh, est-ce que c'est une proposition, M. Reed? Bon, tant qu'à y être. Oui, oui, absolument. Tant qu'à y être. Rendu là. Mais je suis déjà appuyé, Parfait. je vais le prendre. Excellent. En appuyé dans votre démarche, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc, le divers A, on est rendu là. De demande de dons et commandites, ma mémoire est bonne, M. Moreau.
Ouais, ben, Léa avait transmis ça, une demande qui est arrivée. Dernière minute, en fait, c'est le Sportard de Saint-Gabriel qui demande un montant de 500 On dit que pour cette année, le spectacle qui a lieu en virtuel et ils font la promotion auprès de l'art public de l'ANITIS, même qui pourrait dépasser même l'ANITIS. Donc, des participants d'au moins 4 municipalités de l'ANITIS vont être là. Donc, pour cette raison, donc, on considère que c'est un volet un peu plus régional, donc ça rentre dans les cordes au niveau des demandes de dons et commandites. Donc, c'est une recommandation de leur donner un montant de 500 Vous avez une... Oui, c'est une proposition, Mme Michaud? Un appui de M. le chasseur? Parfait. En 12, Fonds Région et Ruralité, en 12.1, entente sectorielle avec les saveurs du Bas-Saint-Laurent. En fait, les saveurs du Bas-Saint-Laurent, c'est un organisme régional qui promouvoit toute l'industrie bioalimentaire dans tout le Bas-Saint-Laurent. Il y a une entente qui est avec eux autres déjà depuis plusieurs années, avec toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent. Et là, l'entente se terminait le 31 mars 2021. Mais cependant, ils ont demandé la prolongation d'un an de l'entente pour faire en sorte qu'eux puissent avoir des négociations avec le CRD et le MAPAC pour faire une entente unique pour l'ensemble des MRC et pour l'ensemble de tout le développement bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est pour ça que là, on arrive ce soir avec une demande de prolongation qui est un montant de 3 000. On paye déjà depuis plusieurs années aux saveurs du Bas-Saint-Laurent. Et ce montant de 3 000 $-là pour l'année supplémentaire se prise à le même endroit qu'on faisait auparavant, qui était l'ancien FDT, qui aujourd'hui est le Fonds Région Ruralité, le volet 2, à lequel on vous propose d'aller de l'avant avec ce dossier-là. Question, commentaire pendant que M. Moreau referme le partage d'écran, que je puisse voir entièrement. C'est une question, M. Laflamme, ou c'est une proposition? M. Gagné, une proposition, c'est ça? Donc, j'ai une proposition de M. Gagné et un appui de M. Laflamme. C'est bien ça? Parfait. Donc, en 12.2.1, comité de vitalisation. Comité de vitalisation, en fait, il faut vous dire que, comme je disais tantôt, pendant le suivi du procès verbal, c'est que la municipalité de Saint-Angèle est aussi une municipalité qui est dévitalisée plus bas que le 15-5. Donc, cette municipalité-là fait partie aussi des municipalités donc, qui pourraient être dans le comité de vitalisation. C'était la décision que vous aviez prise d'inclure l'ensemble des municipalités dévitalisées dans le comité. Donc, la proposition qui est à table, c'est d'ajouter dans le comité de vitalisation la municipalité de Saint-Angèle. Tout simplement, c'est un oubli qui avait été fait de bonne foi. C'est une proposition de Mme Michaud, un appui de M. Fortin. En 12.2.2, adoption du cadre de vitalisation. Vous avez discuté déjà de tout le cadre de vitalisation. Le comité avait apporté une recommandation, avait discuté et avait apporté une recommandation en séance de travail au Conseil des maires. Donc, il est proposé, c'est d'adopter ce cadre de vitalisation-là pour faire en sorte qu'on puisse l'envoyer au ministère et pour être capable de pouvoir avancer dans les demandes de subvention. Et c'est ça. Donc, vous avez la proposition qui est là. Question, commentaire là-dessus? Je pense que vous l'avez vu, de toute façon, on en a parlé abondamment. Je pense qu'on s'était entendu là, au niveau du code de vitalisation. Fait que si vous êtes toujours d'accord avec les discussions, j'ai une proposition de Martin Reed, c'est bien ça, ou une question? Une proposition? Parfait. Puis là, je vois pas les autres que je... Attends un peu, je vais m'aider. Bon, OK, bon, c'est bon. Je te les non, c'est beau. Oui, c'est beau, je vous vois tout. D'abord, M. Laflamme, il est rendu comme ça. Fait que je vais mettre ça, je vais l'amener à M. Laflamme pour l'effort. Hein? En 12.2.3, projet d'aménagement, sentier du Mont-Commis. Donc, on vous avait fait la présentation la semaine dernière du dossier à laquelle on avait fait une demande de subvention au PSS
PSA pour le ministère de l'Éducation pour pour un projet total de 200 000. Comme on vous avait dit, comme on n'est pas certain d'avoir la subvention, qu'on veut quand même réserver l'entrepreneur spécialisé là-dedans pour l'année 2021 pour faire certains aménagements minimaux si la subvention n'est pas acceptée. Donc, on avait parlé de demander au volet 4 qui avait fait une recommandation, le comité qui avait fait une recommandation, qui va vous apporter une recommandation, un montant de 40 000 soit le même volet 4 du Fonds Région Ruralité, où un projet qui totaliserait 70 000 si le projet de 200 000 n'est pas accepté. Et vous allez voir un peu plus loin qu'on va demander aussi un 20 000 à partir du Fonds régional éolien. Pour un projet total de 70 000 Donc, la proposition est ainsi pour le point 12.2.3, c'est qu'un montant de 40 000 sera pris à même le volet 4 du Fonds Région Ruralité et qu'un montant de 20 000 sera pris à même le volet régional du Fonds éolien et qu'une entente officielle soit signée, c'était ce qui avait été demandé ici, entre les Sentiers Francophonie et la MRC avant le début des travaux, puisque ces derniers seront réalisés sur les TPI. Question ou commentaire là-dessus? Monsieur le chasseur. Moi, j'en fais la proposition. Okay. J'ai un appui de Mme Birbé, c'est bien ça? Voilà. Bon, ben. Donc, en 12.2.4, valorisation des lieux de plein air. Qu'on parle de démarche Edge Game. Ça, hein? Oui, mais je peux en parler. En fait, là, c'est nos intervenants en loisirs là, se sont réunis, nous font cette proposition-là. Donc, ils font une demande là, dans le cadre du volet 4 pour un montant de 2 000 L'objectif est c'est le projet T'es-tu Game ou T'es-tu Game ou Es-tu Game, en tout cas? T'es-tu Game. Ah ouais? Non, mais il est écrit ça, mais je suis pas sûr que c'est ça. Non, peu importe. Donc, l'idée, c'est de faire des cours vidéo où on invite, où on challenge, on challenge on va challenger les citoyens et citoyennes, principalement les jeunes, à venir essayer des espaces. Comme cette semaine, je pense pour les 2 prochaines semaines, c'est les patinoires. Et puis par la suite, ça va être des sentiers. Donc, il va y avoir des vidéos qui sont faites aux endroits, d'un peu partout dans les différents villages, là, à des endroits susceptibles d'être visités, des endroits bien sûr en plein air et qui sont gratuits. L'idée, c'est de permettre à des gens de connaître peut-être des endroits de d'autres municipalités qui ne connaissent pas ou de redécouvrir un endroit qui est près de chez eux et de venir un peu les challenger, comme on dit en bon français, là, pour qu'ils viennent essayer ces endroits, là, ces lieux de plein air. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. C'est possible que vous soyez approché pour faire des vidéos ou est-ce que vous allez justement venir mousser, disons, le défi là, des intervenants loisirs? Je suis pour. Question, comment? C'est une proposition de Mme Dubé. Martin Reed, c'est un appui? Ben, je pourrais l'appuyer, mais je voudrais quand même rajouter un petit commentaire. Je trouve ça bien parce que c'est une initiative de collaboration qui s'est faite un peu spontanément. Je pense qu'ils continuent à travailler ensemble comme ça. Donc, super, content d'appuyer ça. Excellent. Donc, j'avais une proposition de Mme Dubé, un appui de M. Reed. Projet éolien La Métis. Demande d'appui financier de l'organisme Travail Métis pour un projet avec l'abattoir de Saint-Luce. Vous avez reçu la documentation à cet effet. On vous l'avait envoyé lundi soir, on vous l'avait dit la semaine d'avant qu'on avait des informations à aller chercher au niveau du projet, au niveau financier, qu'on allait vous envoyer ça. Donc, je crois que ça a été transmis lundi soir. Donc, j'ai le projet de résolution qui est à l'écran. Je prends peut-être. Oui, vas-y. Donc, j'ai travaillé avec M. Jonathan Ferté, qui est notre conseiller en développement agroalimentaire, pour aller chercher le maximum d'informations, mais pas trop en même temps, pour ne pas trop vous enfarger là-dedans. Mais je pense que la mise en contexte avec l'objectif de la présentation et la mise en contexte vous permet quand même de comprendre, de saisir bien le projet. En fait, vous savez, là-dedans, il y a 2 choses. Hein. Il y a l'acquisition en tant que telle, donc le transfert d'entreprise qui est fait, qui est acheté, et ce qui nous concerne comme demande qui est déposée à la MRC, c'est beaucoup plus au niveau du développement
de projet pour le marché de la transformation des viandes dans l'Est du Québec. Donc, c'est à ce niveau-là que les promoteurs s'adressent à la MRC pour les aider financièrement à engager une ressource qui va être engagée pendant une période d'1 an et pour permettre de faire le développement de ce secteur-là, donc de la transformation des viandes dans l'Est du Québec. Donc, ça a été monté par l'organisme Travail Métis qui souhaite soutenir le développement de l'abattoir de l'usine Saint-Luce en réalisant une analyse de marché de la transformation de la distribution des viandes dans le bas, dans l'Est du Québec. Donc, le budget global pour le projet, pour cette ressource-là, c'est un budget total de 150 000 $. La contribution du MAPAC dans le projet en termes de revenus va être de 100 000 $. Contribution demandée à la MRC de la Métis via son fonds éolien de 15 000 $. Contribution de la SADC, 7 000 $. Contribution de Travail Métis, 3 000 $ et contribution de l'abattoir en ressources humaines de 25 000 $ pour 150 000 $. Donc, les dépenses qui vont, vous avez le chargé de projet senior, mandat d'études externes, les frais de déplacement et le temps de participation. Donc, pour un grand total de 150 000 $. Oui, j'ai une question ici, M. Soucy. J'avais cru comprendre qu'on pouvait le prendre à partir du volet 4, parce qu'on pouvait multiplier les avantages selon Mme Bédard. Dans notre dernière conférence, nous avons vu la question a été posée, c'était la beauté du volet 4. On pouvait multiplier des ententes sectorielles, etc. Nous n'entendons pas bien, M. Soucy. Attendez un peu. Je vais essayer de. Attends un peu, je vais fermer. Toi, tu peux ouvrir. T'es prêt? 1, 2, 3, go. On n'entend plus. Vas-y. Je vais parler plus fort. Est-ce que c'est mieux, là? Vas-y. Vous n'avez pas compris, c'est ça? Je répète, la question a été posée à M. Moreau à la fin que Mme Bédard, lors de la présentation du comité de dépitalisation, on a parlé qu'on pouvait multiplier les ententes et les subventions. Et je suis en train de la proposition qu'on prend plutôt dans le volet 4. Et si c'est possible. Et si nous ne le pouvons pas, je vais être d'accord de le prendre dans le fonds éolien, ces projets régionaux. Dans les deux cas, je veux être proposeur. Ça ne me dérange pas d'être proposeur. Mais si nous avons le choix, je préférerais qu'on prenne le volet 4. Mais là, c'est parce que dans les règles, là, le volet 4, là, c'est pas un projet de la MRC. Il faudrait que ça soit porté par le comité. Ça respecte pas le comité de services externes. Ouais. Ça respecte pas le. Hey. On peut pas, je veux pas devancer M. Soucy, là, mais c'est comme c'est sur mon territoire puis qu'il en tout cas, nous avait approché initialement. J'apprécierais si je pouvais faire la proposition. Puis M. Soucy, s'il veut appuyer, je ne sais pas s'il voit une objection. Une question? Oui, Mme Bérubé. On ne peut pas prendre ça dans le fonds de développement? C'est un peu la question qu'on posait, mais il y a deux questions. Le volet 1, 2, 3, on ne peut pas. Là, M. Soucy dit peut-être dans le volet 4, mais dans le volet 4, il faut que ça rentre dans le cadre de dans l'adoption, le cadre de vitalisation. Puis là, ça prendrait une réunion du comité, une recommandation. Puis... On vient d'en faire deux, là. Ouais, mais. On vient de compter 2000, puis l'autre. C'est pas la même affaire, là. C'est le développement. Donc, les gens qui font partie du 5 qui est là, on est d'accord avec ça. Si on est d'accord, le Conseil des maires entérine. Donc, si nous pouvons... Oui, mais l'autre élément, c'est que c'est pas dans le cadre de vitalisation, il faut que ça vienne d'une municipalité. C'est un fonds pour les municipalités et non pas pour un privé. Là, on parle d'un OSBL, en fait. Ça, c'est pas... Non, nous avons le droit d'aider des entreprises, justement, dans le but de ça. Parle plus fort. Nous avons le droit de le faire pour aider des entreprises dans ce style-là, parce que c'est des entreprises dans lesquelles ils vont desservir plus que même au-delà de notre MRC. Il va y avoir du rayonnement un peu partout. Donc, nous pouvons le prendre en vertu du volet 4. Mais si vous avez un malaise avec ça, je propose que M. Moreau vérifie. La résolution serait faite avec le volet 4. À défaut, on autorise le fonds éolien, le fonds régional qu'on a pour ça. Donc, vous aurez le choix, M. Moreau, après avoir vérifié avec Mme Bédard, Nathalie Bédard, qui est notre coordonnatrice
pour le FAR. Oui. Volet 4. Je parle assez fort? Oui, je pense que oui. Madame Blanchette-Vizina. Vous m'entendez? OK, oui. Oui. J'ai un problème avec mon micro, pardon. Je suis d'accord avec la proposition de M. Soucy. Puis, en fait, j'aimerais proposer, parce que c'est sur mon territoire, puis que je sais qu'ils ont fait des approches là, initialement avec nous. Là, donc, On l'avait entendu, en fait, tantôt, il n'y avait pas de problème de son. C'est juste que là, c'était sur plus sur la forme, là, mais oui, je pense pas que ce soit un problème. Là. On essaie un peu de respecter ce décorum-là qui est quand même intéressant de voir qu'on appuie les entreprises de nos communautés. Fait que, d'ailleurs, je voulais vous féliciter, M. Soucy. Là, pourtant, on voit votre image pendant que vous parlez. Vous avez des talents de ventriloque. La photo ne bouge pas. Pourtant, on vous entend amplement. Donc, sinon, j'ai donc une proposition de Mme Blanchette-Vézina et un appui de M. Soucy, donc d'aller voir, si possible, dans le volet 4. Tout le monde est d'accord. Si c'est possible, là, si ça respecte les règles, et si c'est le cas, donc d'aller dans le volet 4, mais si c'est pas le cas, malheureusement, d'aller dans le fonds éolien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mm-hmm. Donc, je dirais qu'une proposition de Mme Blanchette-Vézina et un appui de M. Soucy. Excellent. 13.2, PM 150, 13.2.1, demande de la municipalité de Saint-Gabriel. Merci, Monsieur Deschênes, vous souhaitez peut-être vous laisse prendre le crachoir, comme on dit. Oui, effectivement, c'est un projet qu'on a déjà octroyé des sous à ce projet-là pour la Cour d'école de Saint-Gabriel. La Cour d'école de Saint-Gabriel reçoit des gens de Saint-Marcelin, d'une partie du Mont-Commis, puis quelques jeunes d'auteurs aussi qui se joignent à nous. Fait que, je pense que c'est un beau projet qui va amener beaucoup de développement. On sait que les commissions scolaires en mettent des fois pas plus qu'il faut dans nos cours d'école de petites municipalités. Fait que c'est dans le but principal, justement, d'améliorer pour les enfants leur récréation, leur terrain de jeu. Merci beaucoup, M. Deschênes. Question, commentaire sur cette demande au PM 150. C'est une proposition, M. le chasseur? Non, un commentaire? Une proposition. Parfait. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie Maurice Chrétien. On va le laisser à M. Chrétien. Oui. Donc, parfait. Merci beaucoup. En 14.1, autorisation de signature pour le réseau Accès Entreprise Québec. Vous avez parlé la semaine dernière que le gouvernement a sorti encore des fonds pour l'accompagnement aux entreprises. C'est un montant de 200 000 En fait, ça va être 900 000 sur 5 ans, parce que la première année est 100 000, avant que les ententes soient signées, que c'est débuté. Donc, c'est un montant de 900 000 sur 5 ans qui est versé à la MRC, qui doit être absolument investi en ressources humaines pour de l'accompagnement d'entreprise. C'est obligatoire. Ça peut prendre différentes formes, l'accompagnement en entreprise. C'est ce qui est en discussion présentement, nous, à l'interne, et aussi avec Métis en affaires, parce que présentement, tout le mandat d'accompagnement en entreprise actuellement, c'est l'organisme Métis en affaires qui le fait. On est en discussion présentement. Je pense qu'eux aussi ont eu leur discussion à l'interne de voir qu'est-ce qui pourrait être fait comme ajout d'accompagnement en entreprise. Présentement, ces discussions-là ne sont pas tous faites, mais il faut quand même que le Conseil des maires et maires statue pour autoriser le préfet à signer le protocole d'entente en tant que tel pour avoir les sous et par la suite, comment le tout se cristallisera au niveau des ressources qui vont être engagées et par qui. Ça va faire partie des discussions qui vont avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines, de la part de la MRC et Métis en affaires. Donc, pour l'instant, ce soir, c'est l'autorisation de signer ce protocole d'entente-là, qui d'ailleurs, je vous l'ai envoyé, le protocole d'entente. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire, si vous avez des questions dessus, mais c'est quand même assez normé de la part du ministère et c'est obligatoire, entre autres, d'engager minimalement 2 ressources en accompagnement d'entreprise. Question, commentaire à propos de ce protocole d'entente-là. Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. M. Fortin et M. Roussel en appui. En 15, rapport des mauvaises créances FI et FLS.
satisfaction des personnes. Oui, non, mais monsieur Moreau, vous êtes vraiment amélioré vous améliorez à vue d'œil. Je suis en train même de penser vous faire à donner de la formation aux autres. Ouais. C'est son cours de 5 000 $ qui a coûté. Là. Ah oui! En fait, c'est le médecin d'affaires qui doit produire pour nous le rapport au niveau des provisions, au niveau des programmes, le Fonds local d'investissement et le FLS, le Fonds local de solidarité, dont les montants qu'on vous a envoyés, qui doivent être adoptés par le conseil de la MRC, parce que c'est nous qui avons la responsabilité de ces deux fonds-là, mais qu'on a donné la gestion à partir de médecin d'affaires, donc c'est pour une adoption. Oui, c'est un dépôt. Là. En fait, c'est une adoption, mais on peut poser des questions là-dessus. Là. Donc, proposition de M. Deschaines. Un appui de M. Côté. C'est rendu à 16, acceptation du règlement d'emprunt, règle 08-2020 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, des MRC, de la Matapédia et de la Métis. Est-ce qu'on peut vous expliquer c'est quoi le gréement qu'ils veulent lancer? En fait, le règlement d'emprunt qui est fait par la Régie, c'est un grappin. Pour acheter un grappin étant une clame, si on veut, en bon français, une clame, qui va au bout de la pelle, qui est dans le dôme, qui ramasse les matières, les déchets, qui les met dans le camion pour être transporté à Rivière-du-Loup par la suite. Donc, le grappin, la clame, elle est finie. Donc, il faut faire un règlement d'emprunt pour l'acheter. Et un règlement d'emprunt d'une régie, il faut que chacune des MRC constituantes accepte de faire le règlement d'emprunt. C'est obligatoire, donc c'est l'étape avant d'envoyer ça au ministère pour approbation. C'est un montant de 50 000 $. Une proposition de Mme Blanchet-Vézina ou une question? Proposition? Est-ce que j'ai un appui? Mme Bérubé? Merveilleux. Je viendrai donc à notre fameux point service en incendie. Oui. Je ferais. Est-ce que quelqu'un, par exemple, me demanderait le huis clos? Pourrait-ça arriver, ça? Quelqu'un qui dirait, moi, je demande. Monsieur Deschaines, je le sentais. Merci beaucoup. Donc, on tombera en huis clos, ce point-là. Oui, parce qu'on a